Bonjour tout le monde pour cette nouvelle séance de problèmes économiques et sociaux. On s'était arrêté la dernière fois au niveau de l'analyse de la croissance économique au Maroc, plus exactement sa décomposition. J'avais montré l'évolution de la croissance économique au Maroc. On a vu qu'elle était très instable, très volatile et qu'elle affichait une tendance baissière. Donc la décomposition de la croissance économique nous avait permis de voir, ou du moins de comprendre un petit peu cette volatilité, cette instabilité, et qu'elle provenait directement de la volatilité de la valeur ajoutée agricole, et bien sûr des effets d'entraînement de la valeur ajoutée agricole vers la valeur ajoutée non agricole. On a vu également l'exposition de la croissance économique marocaine, surtout son volet non agricole, à la croissance chez les principaux partenaires, notamment en Europe. Et cette corrélation, elle provenait de deux éléments. Le premier élément, c'était le commerce extérieur, donc c'était les exportations ou les importations, donc les relations commerciales qu'a le Maroc avec ces pays-là, et un volet ou un élément financier, puisque les immigrés ou les Marocains résidant à l'étranger envoyaient des revenus qui étaient dépensés au Maroc, et donc on avait là encore une corrélation entre la croissance économique marocaine et la croissance européenne qui s'expliquait par ce volet financier. Donc on a d'un côté la demande extérieure adressée au Maroc, et de l'autre côté, une partie de la demande intérieure qui est financée par des financements en provenance de l'étranger. Donc, pour y voir un peu plus clair, donc c'était un exemple, donc on a parlé de la croissance économique au Maroc juste pour avoir une application, pour voir une application concrète de cette croissance, à quoi elle ressemble. Mais là, on va aller vers un peu plus de ce qu'on appelle la comptabilité nationale pour voir comment se calcule la croissance et d'où provient en fait la croissance économique et comment on l'écrit, comment on la modélise. Donc, quand on parle dans la définition de la croissance économique, j'ai dit que c'était parler de croissance économique revenait à mesurer la croissance ou l'évolution du produit intérieur brut, qui est l'ensemble des valeurs ajoutées, créées à l'échelle du territoire intérieur. Donc, comment s'écrit cette croissance? Donc, j'ai dit la dernière fois, ce sont les richesses qui sont créées, mais qui sont aussi en même temps créées, mais en même temps exploitées. Donc, consommées, investies. Il y a une partie des richesses il y a une partie des recettes qui est exportée vers l'extérieur. Donc, à quoi ressemble cette croissance? Donc, en général, quand on parle de croissance, enfin, quand on parle de PIB, on distingue deux éléments, deux ensembles d'éléments. Ce qui relève de l'offre, donc l'offre de richesse, et en face, on a ce qu'on appelle la demande de richesse. Donc, je crée des richesses que je mets sur le marché, et de l'autre côté, je demande ces recettes-là, enfin ces richesses-là pour les exploiter, pour les utiliser d'une façon ou d'une autre. Donc, cette distinction entre d'un côté l'offre et la demande, c'est la même chose que de distinguer entre ce qu'on appelle les emplois et les ressources. D'accord? J'ai créé des richesses, donc que j'appelle le PIB. Donc, vous voyez à gauche, dans la troisième équation, vous avez PIB, Monsieur, le son est très bas. l'écriture. Est-ce que maintenant c'est meilleur? Oui, oui. C'est meilleur maintenant? Voilà. Oui. Donc, je reviens à l'équation, c'est PIB égale consommation plus investissement plus dépenses publiques plus balance commerciale. Et la balance commerciale, c'est la différence entre, d'une part, les exportations et d'autre part, les importations. Donc, notez bien, d'une part, j'ai le PIB, donc, qui est l'ensemble des valeurs ajoutées créées à l'intérieur du territoire. Et à droite de l'équation, j'ai la somme des différents
emplois de ces richesses-là. Donc, une partie de ces richesses-là ont été consommées à l'intérieur du territoire. Donc, c'est une simplification parce qu'il y a la consommation des particuliers, la consommation des entreprises, il y a la consommation des administrations. Mais pour simplifier, on va parler de consommation. C'est les richesses qui ont été détruites à travers la consommation à l'intérieur du territoire. Une partie ou une autre partie des recettes ont été investies. Donc, une partie de ces recettes-là ont été utilisées par les entreprises privées dans des opérations d'investissement. Plus les dépenses publiques, donc c'est la partie investissement, mais côté secteur public. Donc c'est le secteur public qui, cette fois-ci, investit. Donc une partie des recettes, des ressources créées au niveau du territoire national, à l'intérieur du territoire, une partie de ces ressources-là ont été investies par le secteur public, donc l'État ou les entreprises publiques, plus la balance commerciale. Et donc, quand je dis balance commerciale, c'est le solde de la balance commerciale. C'est la différence entre ce qui est exporté, donc une partie des ressources nationales ou des ressources qui ont été créées à l'intérieur du territoire, vont être exportées en dehors du territoire. Donc, j'ai créé par exemple des ressources, et ces ressources-là sont exportées en France, en Espagne, en Afrique, en Amérique, en Asie. Donc, ce sont des ressources qui ont été créées, mais qui ont été employées à l'extérieur. Et j'ai aussi ce qu'on appelle les importations. Et les importations, c'est quoi? Ce sont des ressources que je vais utiliser à l'intérieur du territoire, mais qui proviennent de l'extérieur. Ce n'est pas moi qui les ai créées, ces richesses-là. Donc, j'ai besoin uniquement de retenir ce qui me revient. C'est pour ça qu'on ne prend que la différence entre les deux ou le solde de la balance commerciale. On va voir un peu plus dans le détail attendez. Donc, pour simplifier, ou une autre simplification que je peux introduire, c'est celle-ci. Par exemple, la consommation et l'investissement, ça correspond à ce que j'appelle, Donc, la consommation, l'investissement et les dépenses publiques, toute cette partie, c'est la demande intérieure. Ce qu'on appelle la demande intérieure. D'accord? Et cette partie-là, c'est la demande extérieure. D'accord? Et là, c'est donc la demande extérieure, demande intérieure, qui est égale à l'offre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équation d'équilibre général. D'accord? Donc, la question qu'on va se poser, donc là, on a défini rapidement la croissance économique, on a expliqué, on a vu comment on pouvait la modéliser de façon simple. On va voir maintenant d'où vient la croissance, ou quelles sont les sources de la croissance. On va chercher à expliquer comment, donc puisque la croissance économique, c'est l'accroissement
du PIB, c'est-à-dire l'accroissement de l'ensemble des valeurs ajoutées créées à l'intérieur du territoire. Comment on peut expliquer cette augmentation de la production de biens et services d'une période à une autre? D'accord? Comment on peut l'expliquer? Donc, il existe plusieurs explications, plusieurs facteurs explicatifs qu'on va développer un à un. Alors, il y a, comme je l'ai écrit tout à l'heure, n'oubliez pas que toujours dans un souci de simplification, c'est l'offre est égale à la demande. Donc, à la fois intérieure et extérieure. D'accord? Donc, si, et l'offre, bien sûr, c'est par secteur, par exemple, ou par type d'agent. Par exemple, pour revenir à l'exemple, pour simplifier là encore, toujours donc on a l'offre par secteur, donc offre égale demande. Et donc là, je peux avoir, par exemple, par secteur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, valeur ajoutée agricole, et ici, valeur ajoutée non agricole. OK? Et là, j'ai, par exemple, donc ça, c'est les exemples de l'offre. Et là, les exemples de demande, je peux avoir la demande intérieure, la demande extérieure, ou bien de dire consommation, investissement, dépenses publiques et solde de la balance commerciale. Donc, pour expliquer l'accroissement du PIB d'une période à une autre, je peux soit m'intéresser à l'offre et de dire voilà comment j'explique la croissance économique par l'offre. Donc, voilà le comportement de la valeur ajoutée agricole, voilà le comportement de la valeur ajoutée non agricole, ou bien voilà le comportement du secteur des services, voilà le comportement du secteur secondaire, voilà le comportement du secteur primaire. Et là, je ne fais que expliquer la croissance économique du point de vue de l'offre. La deuxième façon de faire, c'est d'aller traiter les facteurs de la demande. Et traiter les facteurs de la Monsieur, demande. s'il vous plaît. Oui. Monsieur, tu peux interdire les personnes pour écrire à l'écrit. Bon, écoutez, donc, ça c'est votre problème. Je vous ai dit, Non, non, moi, monsieur, il y a... Écoutez-moi, Monsieur, là, on est en train d'enregistrer, je vous ai interdit de parler et de m'interrompre. Ça, c'est la première chose. S'il y a quelqu'un parmi vous qui s'amuse à faire des dessins, je ne peux pas l'en empêcher. Donc, ce n'est pas de mon ressort. Donc, vous me laissez terminer mon enregistrement, s'il vous plaît. d'accord. Donc, je peux aller soit m'intéresser à l'offre, comme je vous l'ai dit, valeur ajoutée agricole, et ainsi de suite, soit les secteurs, soit m'intéresser à la demande. Et quand je m'intéresse à la demande, je peux le faire de plusieurs manières. Je pourrais m'intéresser uniquement à la demande intérieure, je pourrais m'occuper de la demande extérieure, je pourrais m'occuper à expliquer la partie liée à la consommation, la partie liée à l'investissement, la partie liée aux dépenses publiques, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs facteurs qui jouent et qui peuvent expliquer la croissance économique. D'accord? J'ai, au-delà de ces facteurs liés à l'offre et les facteurs liés à la demande, des facteurs d'ordre psychologique. Et enfin, j'ai des facteurs qui sont liés au rôle de l'État. D'accord? Et je vais vous expliquer ça de façon très simple, mais en même temps très claire.
Quand je dis offre égale demande, donc je reviens à mon équation d'équilibre général, donc PIB égale consommation plus investissement plus dépenses publiques plus solde de la balance commerciale. D'accord? Donc, et bien sûr, PIB, c'est valeur ajoutée agricole, non agricole, ou bien secteur primaire, secondaire, ainsi de suite. Mais concentrons-nous maintenant à la partie de droite, consommation plus investissement. Donc, quand le PIB augmente, ça veut dire que soit c'est la consommation qui a augmenté, soit c'est l'investissement, soit c'est les dépenses publiques, soit c'est le solde de la balance commerciale, soit ils ont tous augmenté, soit il y en a qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé, mais ce qui a augmenté permet de compenser ce qui a baissé, et ainsi de suite. D'accord? Mais quand je parle de rôle de l'État, le rôle de l'État, il est peut-être direct, mais il peut aussi être indirect. Quand je dis qu'il est direct, ça veut dire que je parle des dépenses publiques. Donc l'État, il va agir comme n'importe quel autre agent économique, il va se mettre à dépenser de l'argent dans l'économie. Là, c'est un rôle direct de l'État dans l'économie. Mais il peut aussi avoir des rôles qui sont indirects. Il va jouer sur des éléments où il va actionner des mesures qui vont être à même d'influencer la consommation ou d'influencer l'investissement ou d'influencer le solde de la balance commerciale. Donc, vous voyez que le rôle de l'État peut d'une part être direct, soit indirect. Et quand je dis indirect, et comment l'État pourrait influencer la consommation, l'investissement ou le solde de la balance commerciale, il pourrait les influencer de différentes manières. Par exemple, pour ce qui est de la consommation, l'État peut choisir de baisser la TVA. Donc la taxe sur la valeur ajoutée, c'est la taxe sur la consommation pour simplifier. Donc quand vous achetez un bien, vous payez le produit plus la taxe. L'État, en réduisant cette taxe-là, il va augmenter votre pouvoir d'achat et va vous pousser peut-être à consommer davantage. On peut penser à la même chose pour l'investissement. Donc l'État peut aussi réduire certaines taxes ou certains impôts. Donc l'impôt sur les sociétés, par exemple, en le baissant, l'État peut encourager l'entreprise à investir. Quand je parle du solde de la balance commerciale, comment l'État peut jouer sur ça? Il peut jouer avec les barrières tarifaires, il peut jouer avec les droits de douane. Par exemple, je vais augmenter les tarifs douaniers sur les importations, donc ça va pousser les agents économiques à fuir les produits importés et privilégier peut-être les produits fabriqués localement, parce que avec des barrières, enfin, avec des tarifs douaniers plus élevés, ça décourage la consommation. Ou bien faire l'inverse, c'est-à-dire donc, encourager les exportations. Mais ça va être difficile de le faire avec les barrières, c'est impossible de le faire avec la partie douanière, mais plutôt en jouant soit sur le régime de change, en jouant soit sur des subventions. Donc il y a d'autres éléments qu'on pourra voir peut-être dans le détail un peu plus dans le cours. Donc ça, c'est pour ce qui est du rôle de l'État dans sa fonction en tant que, bien sûr, en tant qu'agent économique à part entière ou en tant que planificateur de l'économie. L'État peut influencer, peut expliquer l'évolution de la croissance économique ou l'évolution du PIB. Et on a, là encore, qui est très important, ce sont les facteurs d'ordre psychologique. Quels sont ces facteurs d'ordre psychologique? N'oubliez pas, là, on est encore dans
en début de cours, c'est des choses qu'on va revoir plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a quelques éléments qui vous échappent. Le plus important, c'est de suivre le raisonnement. Quand on parle de facteurs d'ordre psychologique, donc ce sont des facteurs psychologiques qui vont jouer sur la consommation, sur l'investissement, éventuellement sur les dépenses publiques et qui vont certainement jouer aussi sur le sens de la valeur commerciale. Quand je parle de facteurs d'ordre psychologique, à quoi je fais référence? Je fais référence à ce qu'on appelle en général l'état de confiance des agents économiques. Donc l'état de confiance ou le climat de confiance que je peux mesurer d'ailleurs. Donc si vous allez sur le site de HCP, le Haut Commissariat au Plan, il y a un indicateur qui est mesuré et dont les chiffres sont publiés, c'est l'indice de confiance des ménages. On pourrait aller le voir plus tard. Que me dit cet indice de confiance des ménages? Il mesure la confiance des consommateurs marocains par rapport à l'économie. Donc c'est leur vue sur l'avenir, les vues sur le présent et les vues sur l'avenir, sur leurs conditions de vie ou les conditions économiques en général. Et l'idée de cet instrument-là, c'est justement de mesurer cette confiance-là qu'ont les agents économiques dans leur économie. Et c'est quoi le raisonnement qui découle ou qui est derrière cette idée de confiance? C'est très simple. C'est que si les agents économiques sont confiants, c'est-à-dire ils font confiance à l'économie, ils font confiance à l'avenir, ça veut dire qu'ils vont avoir des comportements de consommation et d'investissement qui sont, on va dire, normaux. C'est-à-dire, voilà, je travaille, j'ai une vie, et je fais confiance en l'économie marocaine et je fais confiance en l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir un comportement qui va plus favoriser la consommation que l'épargne ou la thésaurisation. A contrario, si je ne fais pas vraiment confiance en l'économie, si je ne fais pas vraiment confiance en l'avenir, j'aurai tendance à projeter un avenir qui est risqué, qui est incertain. Et pour me préparer à faire face à ce risque-là ou à ces incertitudes-là, je vais être tenu de réduire ma consommation et de favoriser l'épargne ou la thésaurisation. D'accord? La même chose pour l'investissement. Si les entreprises ont des vues positives sur l'avenir, elles vont être incitées. Oui. Pour les facteurs d'ordre psychologique, on peut parler sur... vous n'êtes pas autorisé, mademoiselle, vous n'êtes pas autorisé à parler. On est en train d'enregistrer. D'accord, pardon, monsieur. Donc, je reviens au cheminement. Quand on parle des entreprises, c'est la même idée. Si les entreprises ont une vue favorable sur l'avenir, forcément, elles vont investir davantage, elles vont recruter davantage de personnes, elles vont produire davantage, et on va avoir un cercle, on va dire, vertueux, ce qui est favorable au PIB, comme tout à l'heure, la consommation était favorable au PIB. Si elles ont au contraire des visions ou une vision négative de l'avenir, elles vont investir moins, elles vont recruter moins, et donc elles vont distribuer moins de revenus dans l'économie. Donc c'est quand je parle de facteurs d'ordre psychologique, ce sont tous les facteurs psychologiques, tous les éléments ou tout ce qui relève de l'environnement qui va influencer d'une façon ou d'une autre le comportement des agents économiques en termes de consommation et en termes d'investissement. Je vous donne un autre exemple qui est prouvé dans la réalité. C'est la crise du coronavirus. Qu'est-ce qu'on a appris avec la crise du coronavirus? Quand la crise sanitaire s'est déclenchée, bien entendu, c'est une crise qui est inédite de par son ampleur, de par ses applications et de par les mesures qu'elle va entraîner. Donc, pour contenir la pandémie, on a confiné la population.
pas uniquement au Maroc, un peu partout dans le monde. On a fermé les frontières, on a réduit les échanges au strict nécessaire. D'accord? Déjà, on a un choc sur l'offre. On a réduit la production. Pourquoi on a réduit la production? Parce qu'on a fermé les usines, on a fermé les frontières. Donc là, on a le PIB qui baisse parce qu'on a touché à la partie offre. Et on a également les facteurs consommation et investissement qui ont été touchés. Pourquoi? Parce que, il y a eu des destructions d'emplois. Donc, si vous avez perdu votre emploi, donc forcément, vous avez moins de revenus à consommer. Il y a des entreprises qui ont quasiment fermé. Et donc là, il n'y a plus d'investissement. Et pire que ça, il y a cette notion de facteur psychologique. Comme les consommateurs, comme les investisseurs ou comme les entreprises ont une vision extrêmement incertaine de l'avenir, tout le monde a réduit sa consommation et son investissement au strict nécessaire. Ce qui s'est traduit par une augmentation de l'épargne. Donc les gens dépensent moins d'argent et donc leur compte en banque, ceux qui ont gardé leur emploi, leur compte en banque se développe. Ou bien ces personnes-là ont énormément retiré de l'argent du circuit bancaire, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Et on va voir peut-être plus tard des chiffres. Vous allez voir que l'évolution est juste incroyable. Tout ça pour vous dire que c'est le facteur psychologique qui joue. Demain, on va mettre en place un vaccin efficace contre le coronavirus. Demain, on va mettre en place une campagne de vaccination massive. Et là, tout va changer. Ça veut dire que les gens vont retrouver leur confiance en l'économie, ils vont retrouver leur confiance en l'avenir et ils vont revenir sur des comportements de consommation et d'investissement qui sont tout à fait normaux. C'est ça les facteurs psychologiques dont je parlais tout à l'heure. Il y a un autre facteur psychologique qu'on peut prendre comme exemple, c'est la reconnaissance, par exemple, par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Ça, c'est un exemple. C'est que il va jouer sur des facteurs d'ordre psychologique. Les Marocains auront plus confiance en l'avenir avec cette décision-là que par le passé. Donc, ça va favoriser la consommation. Ceux qui hésitaient à investir dans la région du Sud vont le faire. Ça va également et surtout, ça va attirer les investissements étrangers au Maroc. Donc, il y a plein d'investisseurs qui travaillent déjà au Maroc, mais on a d'autres qui aimeraient bien travailler au Maroc, mais qui avaient peut-être un doute. Là, avec ces décisions-là, ces doutes-là seront complètement dissipés et donc on va jouer sur l'ordre psychologique, sur les facteurs psychologiques qui sont derrière la consommation et l'investissement. Donc là, avec cette planche-là ou avec cette équation-là, vous voyez que la croissance économique, elle n'a pas une seule explication, elle a plusieurs explications. Et toutes ces explications, elles s'entremêlent. D'accord? C'est un mécanisme, c'est un engrenage. Donc tous ces facteurs-là jouent en même temps, peut-être pas de la même manière, peut-être pas de la même ampleur, mais tous ces facteurs se conjuguent pour créer ce qu'on appelle la croissance économique. Donc là, on va aller voir ces facteurs-là un à un pour les décortiquer. Pour ce qui est des facteurs liés à l'offre, d'accord? On va s'intéresser uniquement aux facteurs liés à l'offre. Pour vous simplifier la vie, c'est la partie valeur ajoutée, donc agricole, non agricole, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. On est du côté de l'offre, d'accord? D'où vient la croissance quand je m'intéresse à l'angle de l'offre? Il vient de l'analyse ou de l'étude de ce que j'appelle la structure productive ou l'appareil productif. Qu'est-ce que je produis et donc qu'est-ce que je produis? Par exemple, quand je parle du Maroc, qu'est-ce que le Maroc produit à l'intérieur du territoire? Donc la valeur ajoutée agricole. Donc on produit des biens agricoles. Il y a aussi plus généralement le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est l'agriculture, c'est aussi la pêche, c'est aussi l'exploitation des mines. D'accord? Le secteur primaire, c'est le secteur où
on exploite les richesses, on extrait les richesses de la terre sans les transformer. C'est pour ça que dans le secteur primaire, il y a l'agriculture, il y a la pêche et il y a les mines. Parce que ce sont des activités d'extraction de ressources sans transformation. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le secteur secondaire. Donc, c'est le secteur, en général, industriel, qui fait quoi? Qui transforme les richesses pour en créer d'autres richesses. Par exemple, l'industrie agroalimentaire. Donc, je prends les aliments, je prends les produits agricoles que je transforme. Par exemple, si c'est du poisson, je vais les mettre dans des boîtes de conserve. Donc, je vais les cuire, les cuisiner, les mettre dans des boîtes de conserve. Donc, ça, c'est une transformation industrielle. Je suis dans le secteur secondaire. Quand je fabrique de la sauce tomate, c'est la même chose. J'ai pris des tomates, oui, et je les ai cuisinées, transformées, j'ai mis en boîte. Donc, ça, c'est l'industrie agroalimentaire. Il y a aussi l'industrie automobile, il y a l'industrie métallurgique, sidérurgique, toutes les industries. Électrique, électronique, aéronautique, l'industrie pharmaceutique. Donc, tout ce qui est transformation de matières premières en produits semi-finis ou produits finis. Donc, ça, c'est l'industrie. Et vient ensuite le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est tout ce qui est service. Donc, c'est les services financiers, c'est les services d'assurance, c'est l'éducation, c'est le transport, c'est le tourisme. Donc, ça, c'est le secteur des services. Donc, quand je dis que je m'intéresse à l'offre, je m'intéresse à cette structure productive. D'accord? Qui crée ou qu'est-ce qu'on crée comme richesse? Donc, dans ce secteur-là, quand je parle d'augmentation de la production de richesse, elle ne peut provenir que de deux façons. Soit par une augmentation de la quantité, d'accord? J'ai augmenté mes facteurs de production, donc j'ai augmenté le facteur capital, j'ai augmenté le facteur travail utilisé dans l'entreprise pour extraire davantage, pour transformer davantage ou pour faire ou pour produire plus de services. Ça, c'est la croissance extensive. J'ai augmenté en capacité mon appareil de production pour produire davantage et créer plus de production. Donc ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est l'augmentation, non pas de la quantité grâce à l'augmentation de la capacité, mais c'est l'augmentation de la quantité grâce à plus de productivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le même nombre de personnes, donc la même quantité de travail utilisé, avec le même nombre de machines, donc avec la même quantité de capital utilisé, je fabrique davantage. Comment je fais? Je le fais grâce à plus d'organisation, plus d'intelligence, une meilleure organisation scientifique. Donc, c'est ce qu'on appelle la croissance extensive. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous expliquer un petit peu. Si j'utilise ce raisonnement-là pour la partie agricole, c'est très simple. Si je veux augmenter la valeur ajoutée créée dans le secteur agricole, j'ai deux façons de faire. Soit je fais de la croissance extensive. Qu'est-ce que ça veut dire la croissance extensive dans le milieu agricole? C'est de mettre en exploitation de nouvelles terres. Donc, c'est des terres qui jusque-là n'étaient pas exploitées. Je vais les mettre en exploitation. Et pour les mettre en exploitation, j'ai besoin de plus de matériel. Donc, plus de tracteurs, et puis surtout plus de travailleurs. De nouveaux travailleurs qui vont travailler dans cette terre-là pour fabriquer des richesses sur ce nouveau territoire. Donc là, vous voyez que j'ai augmenté la quantité de produits grâce à quoi? Grâce à plus de capital. Donc plus de terres, plus de travailleurs et plus de machines pour fabriquer davantage de produits agricoles. Ça, c'est la croissance extensive. Si je m'intéresse à la croissance intensive, cette fois-ci, ça veut dire que je vais créer davantage de produits agricoles, mais avec le même terrain, avec la même terre, avec le même nombre de travailleurs et avec le même nombre de machines ou la même quantité de capital. Comment je pourrais le faire? Je pourrais le faire en étant un peu plus intelligent dans ma façon d'exploiter cette terre. Par exemple, en agriculture,
une même terre peut connaître plusieurs cultures pendant l'année. D'accord? Je ne suis pas obligé de faire qu'une culture de céréales toute l'année. Je peux faire ce qu'on appelle des cultures alternatives. Donc, faire plusieurs cultures tout au long de l'année dans l'objectif de produire davantage. Je peux utiliser plus intelligemment l'eau. Et si j'utilise plus intelligemment l'eau, j'économise énormément en termes d'input. Je peux introduire des techniques mécaniques ou introduire des techniques en termes d'organisation du travail qui me permettent de créer davantage de richesse tout en utilisant la même quantité de capital ou d'intrants pour être plus simple. Donc, ce sont deux façons différentes de créer de la richesse. On va maintenant s'attaquer aux facteurs qui sont liés à la demande. Donc, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'oublie qui a fabriqué ou où ont été fabriquées les richesses. Ce qui m'intéresse, c'est comment ont été utilisées ces ressources que j'ai créées. Donc, les raisonnements en termes de demande se placent du côté des achats. Donc, qui a acheté ou qui a utilisé les richesses que j'ai fabriquées? Donc, il y a les consommateurs qui ont acheté mes produits pour les consommer. Il y a des entreprises qui ont acheté mes produits pour les transformer. Ou bien il y a des entreprises qui ont acheté mon matériel pour l'utiliser dans le cadre de l'investissement. Et il y a bien sûr une partie des richesses qui ont été exportées. D'accord? Donc, là, les facteurs qui sont liés à la demande, ils proviennent soit des consommateurs nationaux, via la consommation finale, soit des consommateurs internationaux, via des échanges extérieurs, soit des entreprises à des fins d'investissement via ce qu'on appelle la FBCS, qui est ce qu'on appelle la formation brute. Donc, formation brute de capital fixe. Quelque chose que vous allez Monsieur, voir. s'il vous plaît, vous pouvez donner un exemple sur les entreprises à des fins d'investissement. Donc, je ne vous ai pas autorisé à parler. Pour ce qui est des investissements, par exemple, moi, je fabrique des voitures. D'accord? Si je suis, par exemple, Renault Maroc, Renault Maroc fabrique des voitures, donc elle fabrique des Logan, des Dacia Logan, Dacia Dunker, Dacia Duster, et elle fabrique toutes sortes de voitures. D'accord? Quand c'est moi, particulier, qui achète le véhicule, ça c'est de la consommation finale. Donc moi, je suis particulier, j'ai acheté une voiture qui est un bien durable, je vais l'utiliser pendant plusieurs années, mais c'est de la consommation finale. D'accord? Si c'est un particulier qui réside en France ou en Italie qui va acheter cette voiture, là encore, c'est de la consommation, mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est à l'extérieur du territoire que ça se joue, ça va être comptabilisé comme une exportation. D'accord? Quand c'est une entreprise marocaine, par exemple, une entreprise qui fait de la livraison de marchandises, d'accord, un livreur de pizza qui va acheter une Logan pour livrer des pizzas dans Casablanca, d'accord. Donc il va acheter exactement la même voiture que celle que j'ai achetée. Sauf que moi, j'ai acheté ce véhicule pour un usage privé, personnel, et donc c'est de la consommation. Et quand c'est une entreprise qui l'utilise dans le cadre de son activité, ça s'appelle un investissement. D'accord? Donc voilà la grande différence entre consommation et investissement, parce qu'il ne faut pas
aller uniquement dans la définition de consommation qui est destruction d'un bien privé. Ça peut être un bien durable. De la même manière, un ordinateur qui est utilisé par un étudiant, donc un étudiant qui achète un ordinateur pour travailler, ça c'est de la consommation. Une entreprise qui achète un ordinateur pour l'utiliser dans le cadre de son activité, c'est un investissement. D'accord? Quand c'est l'université publique qui achète l'ordinateur pour ses professeurs, d'accord, ou pour le mettre à disposition des étudiants dans des classes, ça c'est de l'investissement public. D'accord? Parce que c'est l'État qui a acheté l'ordinateur pour l'utiliser dans le cadre de la fourniture de services non marchands. D'accord? Donc je vous rappelle, il faut aller de temps en temps, il faut que vous reveniez à vos cours d'introduction à l'économie pour y voir un peu plus clair. Parce qu'on ne peut pas faire deux fois la même chose. Pour ce qui est des facteurs d'ordre psychologique, j'ai dit tout à l'heure que les facteurs psychologiques pouvaient jouer de la même manière sur l'offre que sur la demande. Parce que je joue sur les consommateurs, je joue sur les investisseurs. On peut le voir directement par type. Donc, quand je parle de facteurs d'ordre psychologique, c'est la confiance des agents économiques qui va les pousser à consommer. D'accord? Si vous êtes content, si vous êtes heureux, forcément, vous allez vous promener, vous allez sortir, vous allez vouloir profiter de la vie, vous allez dépenser votre argent, vous allez exploiter au maximum vos recettes, vos ressources. Au contraire, si vous n'êtes pas confiant dans l'avenir, si vous avez peur, vous allez vous dire qu'il peut se passer quelque chose, donc vous allez réduire vos consommations et donc vous allez épargner davantage, peut-être même thésauriser de l'argent. D'accord? Et cela, il vient de la rationalité, parce qu'on n'est pas en train de parler d'un agent économique, on est en train de parler d'agents économiques qui sont rationnels, qui ont des comportements rationnels. D'accord? Un comportement rationnel fait partie de la rationalité, le fait d'avoir des perspectives d'avenir, le fait d'avoir une vue sur l'avenir, le fait de tenir compte de ses certitudes, le fait d'organiser sa vie, le fait d'organiser la production, le fait de gérer ses opérations économiques de façon cohérente avec son environnement. Tout ça, c'est la rationalité. C'est pour ça qu'il est important de tenir compte des facteurs d'ordre psychologique. Et ça, c'est pour ce qui concerne, bien sûr, la consommation. Donc, mais les entreprises, avant de produire, elles doivent faire des études de marché. Donc, les entreprises, elles doivent se mettre à la place du consommateur pour voir comment il fonctionne. Et donc, toutes leurs décisions vont découler de leur façon d'anticiper le comportement des consommateurs. Donc, l'entreprise, c'est aussi un centre de décision, d'accord? Donc ça, c'est la partie anticipation du comportement du consommateur et donc du comportement du chiffre d'affaires. Mais il y a aussi un autre élément qui est tout aussi important, c'est l'esprit d'entreprise ou le goût du risque. Parce que ce n'est pas entrepreneur qui veut, l'entreprise, c'est avant tout une décision, c'est une initiative privée, bien sûr, donc c'est une initiative qui découle d'un esprit d'entreprise. D'accord? Et donc là encore, si vous êtes dans un environnement où il y a des opportunités, si vous êtes dans un environnement où il y a des visions claires sur l'avenir, donc forcément, il y aura des opportunités et forcément, il y aura des entrepreneurs qui vont être à l'affût de ces opportunités-là pour investir, produire et répondre à tous les besoins qui risquent de se manifester. A contrario, si vous êtes dans une situation très risquée, très incertaine, les entrepreneurs, de façon générale, vont être un peu moins attirés par les opportunités économiques, bien qu'elles puissent exister. Donc, elles vont préférer attendre que l'horizon s'éclaircisse
davantage. Donc, si je veux, donc tout à l'heure, si vous vous souvenez de la planche précédente, donc ici, quand j'ai parlé de l'offre, j'ai parlé de deux éléments, donc croissance extensive, croissance intensive, mais qui viennent d'où? Qui viennent de deux éléments essentiels qui sont les suivants. C'est le capital et le travail. Donc le capital et le travail qui sont les facteurs de production. Donc ces facteurs de production, travail et capital sont associés pour créer des richesses. Donc si je veux créer la croissance économique, donc il faut lire par le bas. Donc si je veux créer la croissance économique, il me faut augmenter la production. Et si je veux augmenter la production, je peux le faire de plusieurs façons. Soit augmenter le facteur travail, soit augmenter le facteur capital, soit les deux en même temps. Comment je fais pour augmenter le facteur travail? Ou quels sont les déterminants du facteur travail? Qu'est-ce qui détermine mon utilisation du facteur travail? Ça dépend de deux grands éléments. Un élément quantitatif et un élément qualitatif. Pour ce qui est de l'élément quantitatif, il dépend de la croissance de la population active. Donc, plus j'ai de la croissance démographique, plus j'ai de la population, et donc plus j'ai normalement de la population active. Donc, le nombre ou le stock de travailleurs disponibles dans l'économie. D'accord? Et pour ce qui est de l'aspect qualitatif, il dépend de niveau de qualification des main-d'œuvre. Donc, j'ai une croissance démographique, c'est une chose, mais c'est mon système éducatif, c'est mon système de formation qui va me donner de la qualification à ma main-d'œuvre. D'accord? Donc, et plus ma main-d'œuvre est qualifiée, et plus la valeur ajoutée que je pourrais créer est élevée. Plus il me serait possible d'aller vers des activités créatrices de valeur ajoutée. Ça, c'est pour ce qui concerne le facteur travail. Si je m'intéresse en revanche au facteur capital, donc pour ce qui est du facteur capital, je peux, ou les déterminants du facteur capital sont de deux natures. Soit, comme j'ai dit tout à l'heure, j'augmente la FBCF, donc s'il y a la formation brute de capital fixe, et j'augmente la quantité de capital fixe dans l'économie. J'augmente le nombre de machines, ou j'augmente le nombre de richesses consacrées à la production de richesses. C'est ça ce qu'on appelle le capital. Soit, au contraire, donc j'ai des machines, mais j'augmente ce capital-là, mais de façon qualitative. Donc de façon qualitative, comment je fais? Je le fais en investissant dans des machines ou dans des équipements qui sont plus modernes, plus évolués, plus développés, et donc forcément plus productifs. Donc avec des machines neuves, vous êtes certain que vous allez non seulement fabriquer plus de richesses, donc fabriquer plus de richesses moins cher. D'accord? C'est ça l'efficacité apportée par des équipements modernes. D'accord? Et en général, quand on parle de production, on parle bien sûr de production liée à l'association du facteur travail avec le facteur capital. Et c'est la technologie qui est disponible dans mon économie ou dans mon entreprise qui va me donner le bon dosage ou le bon mix entre le facteur travail et le facteur capital. Et quand en général on évoque en général
comment dirais-je, quand on évoque en général l'association du facteur travail et facteur capital, normalement, on fait aussi référence à ce qu'on appelle l'organisation du travail, ou plutôt l'organisation scientifique du travail. C'est l'organisation scientifique du travail qui va me permettre d'utiliser ou d'associer de façon plus intelligente, ou du moins la façon la plus intelligente possible, ou la plus efficace possible, d'associer le facteur travail avec le facteur capital. Donc il y a plusieurs théories sur l'organisation du travail. On va s'intéresser à une d'entre elles qui est l'organisation fordiste, du nom de Ford, qui est le fondateur de la célèbre marque automobile. Donc regardez ce schéma, d'accord, ce schéma-là. Donc je vais vous demander bien sûr de le noter, et je vais vous demander aussi de faire une recherche sur cette organisation fordiste, et je vous prie de noter la question. Donc quel est le fondement macroéconomique? Quel est le fondement macro... Alors, attendez. Plutôt, quel est le fondement microéconomique? Donc, quel est le fondement microéconomique de la théorie fordiste? D'accord? Dans ce schéma-là, il y a un fondement microéconomique qui m'intéresse, et c'est à vous de le repérer. D'accord? Donc, je vais le lire rapidement. D'accord? Donc, du haut vers le bas. Donc, j'ai les gains de productivité, donc ils sont au centre, les gains de productivité, ils me proviennent de la modernisation des équipements, d'une meilleure organisation du travail, du meilleur progrès technique, de la qualification de la main-d'œuvre. Ce sont les 4 éléments qui peuvent jouer individuellement ou collectivement à la création de ce qu'on appelle les gains de productivité. Ça veut dire que je produis davantage avec la même quantité de capital et la même quantité de travail. Et grâce à ces gains de productivité, je peux regarder vers la droite, je peux augmenter la quantité de profits réalisés par l'entreprise. Et je peux donc augmenter les investissements et je peux favoriser ce que j'appelle la production de masse. Donc, avec plus d'investissements, on peut produire énormément de quantité. Donc, n'oubliez pas qu'on est en train de parler du secteur automobile. D'accord? À gauche, ces gains de productivité, qu'est-ce qu'ils me permettent? Ils me permettent 2 choses. Ils me permettent d'une part de baisser les prix. Donc, si je peux produire davantage avec les mêmes quantités de facteurs travail et facteurs capital, je peux, ou il est possible, de baisser les prix. Donc, baisser la marge de l'entreprise. Et je peux aussi, donc une partie, je baisse le prix des voitures que je vends. Parce que Ford, il fabrique des voitures. Je peux aussi utiliser l'action des gains de productivité pour augmenter les salaires des travailleurs. Ou bien de baisser leur durée du travail. D'accord? En gros, les gains de productivité permettent 3 choses. Soit de baisser les prix, soit d'augmenter les salaires, soit de baisser les prix, d'augmenter les salaires, soit de baisser la durée du travail, soit faire les 3 en même temps. Et quand les gains de productivité peuvent jouer sur les prix ou sur les salaires ou sur la durée du travail ou les conditions du travail, tout simplement, ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Et si je peux augmenter le pouvoir d'achat des ménages, je peux favoriser ce qu'on appelle la consommation de masse. Et donc, avec cette organisation-là, Ford, il obtient 2 choses. D'une part, il crée les conditions d'une production de masse, c'est-à-dire il produit énormément de voitures de façon rentable. Et de l'autre,
il crée les conditions d'une consommation de masse en permettant à ses employés d'acheter ces voitures-là qu'il est en train de fabriquer. Et donc là, avec cette organisation-là, Ford réussit à créer ce qu'on appelle un cercle vertueux où, d'une part, il propose des richesses et de l'autre, il crée les conditions où il offre des débouchés à cette production. Donc, et c'est comme ça qu'il a pu faire une percée dans le secteur automobile et donc a déjà dominé le secteur, mais surtout à exploiter ou mettre en place une organisation efficace pour créer des richesses de façon très, très rentable. Donc, je vais m'arrêter là pour cette séance-là pour ouvrir une session de questions.